Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Facebook Live consacré à la crise sanitaire du coronavirus ou Covid-19, un événement en direct destiné à répondre aux questions des habitantes et des habitants de la métropole de Lyon sur cette crise, sur le confinement, sur les services de la métropole. Vous pouvez commencer à nous poser vos questions en commentaire. Pour y répondre, nous sommes avec David Kimmelfeld, président de la métropole de Lyon, ainsi que le docteur Marie-Sophie Barthédérien, médecin et directrice de la protection maternelle infantile, la PMI. Bonjour à vous deux. Nous sommes en direct du bureau du président dans l'hôtel de métropole avec un dispositif le plus léger possible et compatible avec la distanciation sociale et les gestes barrières qui sont recommandés. David Kimmelfeld, vous êtes à l'origine de ce Facebook Live. Pourquoi avoir souhaité répondre ainsi en direct aux questions des habitantes et habitants de la métropole de Lyon? Je crois qu'il était d'abord bonjour à toutes et à tous qui participaient à ce Facebook Live en direct. Je crois qu'il était important parce que cette épidémie, cette pandémie génère beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Il nous paraissait important, indispensable que la métropole, qui est très active sur cette épidémie, sur différentes mesures, puisse répondre à ces inquiétudes et répondre surtout de manière très opérationnelle aux questions qui nous seront posées dans cet après-midi. Merci. Marie-Sophie Barthédérien, pour commencer, pouvez-vous nous dire quelle est la situation sanitaire à l'échelon local, à l'échelon du département du Rhône? Je crois que ce sont les chiffres que nous avons. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous sommes à 100 jours de l'alerte lancée par l'Organisation mondiale de la santé suite à l'alerte donnée des cas d'infection respiratoire dans la province de Wuhan en Chine. Vous savez qu'aujourd'hui, l'ensemble des pays du monde entier sont touchés par cette épidémie. En France, nous sommes dans ce qui s'appelle la phase 3 de l'épidémie, c'est-à-dire que le virus circule de façon active sur l'ensemble du territoire. L'objectif principal aujourd'hui est de freiner la propagation du virus et d'atténuer les effets graves sur la santé des habitants. Le Rhône, bien sûr, n'échappe pas à la circulation du virus aujourd'hui. On a de nombreux cas d'hospitalisation avec plus de 1100 personnes actuellement hospitalisées dans le Rhône. Le nombre de décès se situe autour de 300 personnes avec un chiffre qui est assez stable depuis plusieurs jours, qui ne continue pas à augmenter. Même si les chiffres évoluent de façon moins rapide aujourd'hui, on voit qu'il y a une très forte mobilisation de l'ensemble des professionnels de santé, que ce soit de l'hôpital, de l'ambulatoire et aussi dans les établissements médico-sociaux de la métropole. Très bien, merci beaucoup. Ce Facebook Live a été annoncé sur la page de la métropole depuis lundi soir et vous nous avez fait passer vos premières questions. C'est avec elles que nous allons donc débuter et on poursuivra bien entendu avec les questions et les réactions que vous nous poserez en direct dans les commentaires. On a déjà listé un certain nombre de thématiques, on va essayer de rester un peu organisé pour y répondre. On abordera bien sûr le confinement, les contrôles, les problématiques médicales, la maladie en elle-même. On parlera de la protection des personnes, de solidarité, de questions administratives aussi, d'organisation, de continuité des services de la métropole. On va essayer de répondre à l'essentiel de vos questions. Et pour commencer, une question de Nathalie qui nous demande, certaines grandes villes annoncent la distribution de masques dans une dizaine de jours. Qu'en est-il pour la métropole de Lyon ? David Kimmelfeld. Oui, d'abord peut-être qu'il faut rappeler, avant de parler des masques, si vous le permettez, de dire que d'abord et avant tout, pour répondre à cette épidémie, il faut bien évidemment utiliser le plus souvent possible les gestes barrières, ça c'est le plus important, et bien évidemment de rester le plus souvent confiné chez soi, même si on sait que bien, il est nécessaire aussi d'aller faire ses courses, certains des obligations professionnelles et d'autres raisons qui sont bien listées dans les autorisations de sortie. Mais il faut d'abord avant tout rappeler ça, et le masque n'est pas la solution miracle. Pour autant, nous préparons, je crois, bien sûr, comme d'autres grandes villes, mais cette métropole a commandé déjà des masques de manière importante. D'abord des masques chirurgicaux, plus de 2 millions de masques. Certains sont arrivés, d'autres arriveront dans les prochaines semaines, en lien notamment avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je rappelle d'abord que les masques à forte protection sont d'abord utilisés en priorité pour les soignants,
en priorité pour les personnels qui interviennent dans les établissements médico-sociaux. On parlera sans doute tout à l'heure notamment des EHPAD, des maisons de retraite. Et puis nous avons commandé des masques tissus qui peuvent être de nouveau lavés. Et l'objectif, c'est bien évidemment de mettre à disposition à terme, c'est-à-dire sous 15 jours, des masques pour l'ensemble des habitants. On a 2 missions, nous, dans cette métropole. C'est bien sûr accompagner, protéger les habitants, et nous le ferons parce que quand la période de déconfinement, même si on ne sait pas aujourd'hui précisément, et je crois que sans doute, en tout cas, le président de la République le précisera dans son intervention, quand cette période de confinement va démarrer, comment elle se déroulera. Pour l'instant, nous sommes encore dans une forme d'imprécision sur cette période de déconfinement, mais il sera nécessaire d'équiper nos concitoyens de masques. Et dans ce cadre-là, nous avons commandé des masques en tissu auprès des fournisseurs et des fournisseurs qui sont sur cette métropole. On a beaucoup parlé des tissus Charlieu, on pourrait parler aussi d'Hermès, mais aussi un appel à ce qu'on appelle les couturières solidaires pour pouvoir produire des masques. Nous sommes en lien avec l'ensemble des professionnels de la filière textile pour pouvoir répondre à cette demande et bien évidemment équiper l'ensemble de nos concitoyens en masques tissu. Gabriel nous demande qu'attend la métropole pour rendre obligatoire le port du masque, ou j'imagine en tout cas de quelque chose, un dispositif qui cacherait la bouche et le nez, dans les transports en commun, et pour rendre obligatoire les protections en plexiglas sur tous les guichets, la poste, les caisses de supermarché, etc. D'abord, il faut rappeler que ce n'est pas la métropole qui peut rendre obligatoire le port du masque, mais c'est l'État. Et d'ailleurs, là, dans les heures qui viennent de s'écouler, le ministre de l'Intérieur a indiqué que les communes n'étaient pas compétentes en la matière pour prendre ces arrêtés. Mais néanmoins, il est absolument nécessaire d'avoir ces masques. C'est ce que je disais dans la réponse précédente. Nous avons commandé des masques en tissu pour pouvoir équiper l'ensemble de la population, et notamment en prévision de cette période de déconfinement où on sent bien qu'il sera absolument nécessaire d'avoir ce masque de protection pour pouvoir aller travailler, sortir, faire ses courses et faire un certain nombre d'autres tâches de la vie quotidienne. Et ça sera de fait de la même façon dans les transports en commun. En ce qui concerne les commerces, je crois que les commerçants, d'abord, pour bon nombre, en tout cas c'est ce que je constate et ce qu'on peut constater, sont déjà équipés d'un certain nombre de vitrines en plexiglas, tout simplement parce qu'ils ont d'abord et avant tout le souci de protéger leurs propres salariés, et c'est vrai dans les pharmacies, c'est vrai dans un certain nombre de magasins, on peut le constater au quotidien. Merci, Monsieur le Président. Docteur Marie-Sophie Barthet-de-Rien, peut-être une question pour vous, une question d'Émile, qui demande s'il est possible de se procurer des masques dans les pharmacies aujourd'hui, et sinon, à votre avis, à quand ? Alors aujourd'hui, très clairement, l'utilisation des masques qui s'appellent les masques chirurgicaux sont réservés aux professionnels de santé, également aux personnes malades, pour éviter, lors de la toux, d'éternuement, de projeter des gouttelettes qui peuvent être infectées et contaminer les personnes qui sont autour. Ces masques chirurgicaux ne sont pas accessibles aujourd'hui au grand public en pharmacie d'officine. Ils sont sur prescription médicale pour les personnes malades et sinon, donc, comme l'a dit le président Kimmelfeld, réservés aux professionnels de santé. Alors Virginie nous demande, elle nous dit bonjour Virginie, on la salue, elle nous dit que la métropole dispose de matériel pouvant aider les soignants, comme des combinaisons en plastique, des gants. Elle aimerait savoir si une partie de ce stock a été proposée aux hôpitaux, cliniques et EHPAD. D'abord, bonjour. Quand nous commandons des masques, notamment, une partie importante est reprise en main par l'Agence régionale de santé, c'est bien normal, pour mettre en priorité sur les personnels qui sont indiqués dans cette question, et notamment et en particulier les personnels soignants. Nous avons de même acheté notamment du gel de protection, et ce gel, nous l'avons fait mettre notamment en flacon par des agents de la métropole, au passage des agents qui remplissent toute l'année d'autres missions, mais nous avons créé une réserve métropolitaine avec des agents qui spontanément se sont inscrits parce qu'au moment où je parle, ils ne remplissent pas leur mission d'origine.
et ils sont en train de remplir flacon après flacon, et ensuite bien évidemment de le mettre à disposition de celles et ceux qui en ont besoin en priorité, et les besoins se font sentir en priorité. C'est bien évident chez les soignants, c'est bien évident chez les personnels de soins, et nos agents aussi de la métropole qui sont eux aussi au contact des publics, notamment au sein de la protection maternelle infantile, mais aussi celles et ceux qui tous les jours, par exemple, collectent les ordures ménagères ou effectuent des travaux de voirie d'urgence ou nettoient les rues de notre métropole. Merci. Parlons des EHPAD à présent. Vous pourrez peut-être nous dire, Monsieur Kimmelfeld, comment la métropole de Lyon est impliquée au niveau des EHPAD. Louis nous demande où en sont les tests de l'ensemble des résidents et personnels des EHPAD afin de séparer les personnes contaminées des autres et éviter des hécatombes comme dans d'autres établissements, malheureusement. Donc nous avons d'abord, bien évidemment, la métropole en lien étroit avec l'Agence régionale de santé a en responsabilité un certain nombre d'établissements. Et nous souhaitons bien sûr que dans ces établissements, l'ensemble des personnels et des personnes qui résident dans ces établissements soient testés. Et nous avons commandé un certain nombre de tests pour qu'à terme, nous puissions, en lien étroit avec l'ARS, tester sur l'ensemble des EHPAD. C'est ces commandes qui sont en cours et qui prépareront aussi, bien sûr, les conditions du déconfinement, parce qu'à ce stade-là, nous ne savons pas quelles seront les décisions prises en matière de déconfinement, mais il faudra sans doute, en tout cas, on l'imagine assez aisément, tester bon nombre de personnes, et la métropole se doit d'être aussi à la pointe dans ce combat au moment du déconfinement où il faudra tester bon nombre de personnes. Alors, j'ai une question de Adia qui nous demande quand est-ce qu'on fera des tests de coronavirus à tout le monde avant le déconfinement. Est-ce que c'est quelque chose qui se fera peut-être, docteur Barthédérien? Alors sur le déconfinement, c'est vrai que pour l'instant, comme on l'entend beaucoup dire, aucun pays n'a confiné. Donc on ne sait pas comment déconfiner. Tous les pays qui sont confrontés à cette sortie du confinement se posent les mêmes questions. Certainement, un des clés de la sortie de ce confinement repose sur les dépistages en nombre de la population. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a deux types de tests. Les tests qui permettent de savoir si la personne est porteur du virus au moment où on la teste, qui se fait par des prélèvements au niveau ORL, au niveau dans le nez, et puis d'autres tests qui sont ce qui s'appelle les tests sérologiques, qui permettent de savoir si la personne est immunisée et est-ce qu'elle a rencontré le virus, et donc est-ce qu'elle est protégée contre ce virus. Ces tests immunologiques, ces tests sérologiques ne sont pas encore disponibles, ils vont l'être très prochainement parce qu'ils nécessitent une homologation, mais certainement que ces deux tests seront un atout majeur pour appuyer le déconfinement. Et puis également, comme l'a rappelé le président Kimmelfeld, le port de ces masques dits alternatifs, masques barrières. Merci, docteur Barthédérien. Je rappelle que vous êtes médecin et directrice de la PMI, la protection maternelle infantile à la métropole de Lyon. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce Facebook Live qui a commencé à 17h, il y a un petit quart d'heure. Vous êtes déjà 400, un peu plus de 400 à nous suivre. On vous remercie et on essaie de répondre à vos questions sur les problématiques liées à la crise Covid-19 et qui peuvent toucher la métropole de Lyon. David Kimmelfeld, une question d'un internaute qui nous dit que de petites villes ouvrent des drive tests Covid-19, ou en tout cas des solutions de tests rapides, faciles, accessibles. À quand ça pour la métropole de Lyon? Écoutez, moi je ne sais pas si on ouvrira des drive tests sur le Covid. Simplement, ce que je sais, c'est qu'il faut mener ces actions en lien étroit avec l'Agence régionale de santé. On a bien sûr des priorités. Les priorités, ça a été dit tout à l'heure sur les EHPAD, mais c'est aussi sur nos agents, parce que nos agents remplissent beaucoup de fonctions dans cette ville. Ça va de la collecte des déchets, je l'ai dit tout à l'heure, à la propreté des rues, à un certain nombre de travaux de voirie urgente, à tout ce qui tourne autour de la qualité de l'eau, mais aussi toutes les personnes qui interviennent dans nos maisons de la métropole sur notamment la protection maternelle infantile, avec des rendez-vous en direct avec un certain nombre de nos habitants. Et il s'agit pour nous, au moment où les choses vont se mettre en place en matière de déconfinement, dont on connaît aujourd'hui aucune condition, personne n'est en capacité aujourd'hui de dire
comment les choses seront organisées, mais c'est au moment où les choses seront organisées que bien évidemment la métropole mettra en place les tests et les mettra en place d'abord pour nos agents, pour qu'ils puissent, pour un certain nombre d'entre eux, retourner travailler pour faire fonctionner finalement la ville et la métropole, mais aussi sur un certain nombre de publics ciblés, et notamment, on l'a évoqué tout à l'heure, sur les EHPAD. Et ensuite, bien évidemment, nous répondrons comme d'autres si, en matière de déconfinement, on va vers des tests de manière beaucoup plus élargie, ce qui, pour moi, me paraît assez nécessaire si on veut, bien ma foi, éradiquer complètement cette épidémie. Merci de cette réponse et un salut à Guilain qui nous dit bonjour monsieur le président de la grande métropole Lyon. Voilà, ça peut être un joli titre pour cette métropole de Lyon. John veut changer de sujet et nous propose de parler de la désinfection. Il a constaté que la métropole avait décidé de désinfecter les rues, le mobilier urbain, vous allez nous en parler, malgré le peu de fiabilité annoncé par l'ARS, dit John. Quel est le nom du produit utilisé et pourquoi utiliser une méthode qui est, à son avis, clairement pas fonctionnelle, mais seulement placebo? Oui, d'abord, on ne désinfecte pas les rues, en tout cas pas sur la métropole de Lyon. On a fait le choix justement en lien étroit avec les autorités sanitaires et en tenant compte aussi des avis. Et les avis, effectivement, indiquaient clairement qu'il n'était pas utile de désinfecter les rues. Par contre, ce que nous avons choisi de faire de manière très pragmatique, c'est de plutôt désinfecter ce qu'on appelle le mobilier urbain, c'est les potelets, c'est les bancs sur les stations de tramway, enfin tous les objets qui peuvent être finalement touchés par les habitants quand le matin, eh bien ma foi, ils vont travailler. J'étais moi il y a 2 jours devant l'hôpital Édouard Herriot, très tôt le matin, où les soignants arrivent, et ils arrivent notamment par les lignes de transport en commun, et c'est ce mobilier urbain, par exemple les poubelles, que nous désinfectons avec un produit qui n'est pas nocif. C'est un produit qui est utilisé notamment dans les grandes cuisines, dans l'industrie alimentaire, et donc tout à fait compatible avec, bien évidemment, une pratique quotidienne. Le produit, c'est un produit qui s'appelle le Subamac. Alors, je ne sais pas si ça répondra à la question de notre interlocuteur, mais bien évidemment avec des dilutions qui nous permettent d'assurer, y compris la sécurité environnementale à l'élimination de ce produit. Nous allons d'ailleurs intensifier cette pratique-là sur d'autres lieux, des lieux à proximité notamment, c'est déjà le cas, mais nous allons continuer à le faire, à proximité notamment des hôpitaux. Et puis nous verrons en matière de la même façon de déconfinement, s'il faut aller plus loin vers un certain nombre de lieux qui seraient susceptibles de rouvrir dans les prochaines semaines. Merci. Docteur Barthédérien, peut-être un complément d'information sur votre point de vue de médecin sur cette désinfection du mobilier urbain. Est-ce que ça vous paraît pertinent ? Alors effectivement, l'intérêt on ne peut pas désinfecter les rues, hein, effectivement, puisque par définition, dans les rues, il y a de la circulation. Il n'est pas recommandé aujourd'hui de désinfecter les rues en tant que telles, mais en revanche, sur des lieux extrêmement précis, là, effectivement, ça peut avoir un intérêt pour éviter les contaminations par les mains, puisque c'est le principal vecteur de contamination du virus. Donc là-dessus, ça a un intérêt pour la population, pour éviter, encore une fois, d'avoir une transmission du virus par les mains. Une question pour vous, docteur, justement, peut-être de Steph, qui nous dit « Bonjour, j'ai un fils de presque 2 ans, plein de vie. Nous sortons peu, 1 fois par jour. Je m'inquiète de ce que ce moment si particulier pour nous, et donc aussi pour lui, peut générer dans son développement, ses connexions, sa construction. Y aura-t-il des traumatismes chez ces tout petits enfants ?» Bien, bonjour à vous. Effectivement, je comprends bien qu'à 2 ans, un enfant est plein de vie. C'est vraiment qu'il est aussi en bonne santé. Et c'est vrai que ça n'est pas toujours facile de tenir le confinement avec des enfants en bas âge. Et bravo de tenir ce confinement et de sortir et de bien respecter ces 1 heure de sortie par jour avec votre enfant. Vous pouvez essayer de profiter de cette période de confinement pour reprendre des jeux et des relations assez simples avec votre enfant, sur des jeux qui permettent à l'enfant d'explorer le monde, de développer son langage, développer sa curiosité avec des jeux assez simples. D'ailleurs, un certain nombre de propositions d'occupation pour vos enfants ont été relayées sur le site de la métropole. Et puis, si vous êtes en difficulté avec votre enfant, si vous avez besoin de conseils au quotidien,
moyens sur l'éveil, sur le développement de votre enfant. Les professionnels de PMI sur le territoire de la métropole sont là et sont à votre écoute, soit par des rendez-vous téléphoniques, soit par des consultations si nécessaire pour le suivi de votre enfant. Merci. Une question pour vous, Monsieur le Président David Kimmelfeld, de Catherine et de Nathalie. 2 questions sur les supermarchés et sur les marchés. Catherine dit, ne trouvez-vous pas plus dangereux les supermarchés bondés plutôt que de maintenir les marchés en les sécurisant? Elle prend l'exemple de Carrefour Vénissieux samedi dernier. Et Nathalie dit, bonjour, les maraîchers et agriculteurs souffrent. Ne peut-on pas remettre en place de petits marchés sous surveillance? Je crois d'abord qu'il y a des règles aujourd'hui assez précises, y compris dans les commerces. Et il se peut, bien évidemment, qu'ici ou là, un certain nombre de commerçants ou de magasins ne respectent pas ces conditions-là. Mais j'allais dire que globalement, on a plutôt des points de vente où les gens respectent quelquefois 2-3 personnes dans le magasin. Enfin, quand c'est des magasins bien évidemment de taille moyenne, Carrefour Vénissieux, je suppose qu'il y a plus de personnes dans les allées que 3 personnes qui tournent autour. Simplement, à partir de là, il a été décidé, le préfet a pris ses décisions en matière de dérogation à la règle. Et la règle était d'interdire tous les marchés. Le préfet a obtenu des dérogations, a donné des dérogations là où, disons, il y avait peu de commerce. Alors c'est moins le cas, bien sûr, sur la ville de Lyon, et nous n'avons pas souhaité, sur la ville de Lyon, je crois, collectivement, réouvrir les marchés. Nous nous sommes donnés comme date le 15 avril pour réexaminer cette situation et voir si, bien sûr, dans l'avenir, il serait possible de réouvrir un certain nombre de marchés. Mais dans l'intervalle, ce qui a été fait, je crois, c'est un gros travail, et d'ailleurs en partie par la métropole de Lyon, en lien avec la Chambre d'agriculture, en lien avec les professionnels qui venaient au marché, pour pouvoir faire en sorte que les producteurs locaux puissent continuer à travers des commandes qui sont faites sur une plateforme, sur des plateformes numériques, et ensuite des livraisons par panier dans différents endroits, en particulier de la ville de Lyon, mais pas simplement de la ville de Lyon, pour pouvoir, entre guillemets, continuer à vendre et à écouler leur production. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, qui est en train de continuer à se développer. Certaines initiatives, d'ailleurs, n'ont pas attendu les initiatives de la métropole ou des communes, mais des initiatives privées qui ont vu le jour. Et aujourd'hui, je crois qu'on est en train de répondre, en tout cas en amont, aux problématiques de la filière, qui ne pouvait pas rester comme ça avec la production sur les bras sans pouvoir la vendre. Il en va de l'avenir de cette filière-là, mais aussi aux besoins légitimes de nos habitants. Et puis, nous parlons régulièrement avec le préfet, avec l'agence régionale de santé, et nous examinerons et nous continuons à examiner jour après jour la situation pour voir là où il est possible d'ouvrir ou de réouvrir des marchés. Mais l'important d'abord et avant tout, c'est de rappeler, je crois, que dans la situation dans laquelle on est, où on pourrait penser quelquefois que la situation s'améliore, parce qu'on nous explique que quelquefois il y a plus de sorties que d'entrées à l'hôpital. Mais la nécessité absolue, c'est d'abord et avant tout de continuer à être confiné. C'est d'abord et avant tout de continuer les gestes barrières. C'est d'abord et avant tout d'être extrêmement prudent. Je crois que la météo, effectivement, ne nous aide pas à confiner parce qu'il fait très beau, il fait très chaud et on a l'impression comme ça qu'on pourrait ressortir de nouveau. Mais la situation est loin, bien loin d'être réglée. Et je crois que la responsabilité que nous avons sur la métropole, sur les villes, avec le préfet, c'est de veiller, bien évidemment, d'abord et avant tout, à lutter contre l'épidémie. Et rien n'est réglé au moment où je parle. Merci. Parlons des services de la métropole de Lyon. Peut-être pour vous, docteur Marie-Sophie Barthédérien, Myriam nous demande si les dossiers MDPH continuent à être étudiés ou est-ce qu'il y aura plus d'attentes pour ces dossiers. Le sien, précise Myriam, est en cours depuis le mois de février. Alors effectivement, la MDMPH, comme les autres services de la métropole, continue de fonctionner sur un mode de plan de continuité d'activité. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler ce que ça signifie Oui, bien sûr. Excusez-moi pour l'acronyme. La maison métropolitaine et départementale pour les personnes en situation de handicap. Donc continue de fonctionner. Toutes les situations sont traitées. Bien évidemment, les professionnels de la métropole sont soumis aux mêmes règles de confinement, mais pour autant,
le travail continue à s'effectuer, les dossiers, les situations sont étudiées. Alors certes, il se peut qu'il y ait un petit peu plus de retard qu'en temps normal des 4 mois réglementaires, mais toutes les situations sont traitées à ce jour et il n'y a pas de situation qui soit en stand-by, en attente. Et là aussi, s'il y avait la moindre interpellation, la moindre question, cette personne peut contacter la Maison de la Métropole de son secteur pour avoir des renseignements et savoir où en est le traitement de sa situation. Très bien, merci beaucoup. Divine, qui a un joli prénom, nous dit bonjour. Les nuits de Fourvière sont-elles maintenues et si oui, est-ce bien raisonnable sur l'aspect sanitaire, Monsieur le Président ? Écoutez, je crois que la question est posée. Je crois que raisonnablement, nous y verrons beaucoup plus clair au moment où, je crois, nous allons aborder la problématique du déconfinement. Mais on voit bien aujourd'hui, puisque c'est un secret pour personne, le président de la République qui devait parler, je crois, ce soir, parle lundi, et annoncera, puisque ça a déjà été dit, un confinement supplémentaire de 15 jours. Et on voit que plus le confinement avance, et plus donc le déconfinement sera dans des conditions qui seront, ça a déjà été évoqué, notamment par le Premier ministre, de manière, graduée. On ne sait pas si c'est par territoire, les âges, un certain nombre de conditions. On voit bien qu'au-delà des Nuits de Fourvière, mais tous les festivals en France sont questionnés sur leur devenir. Moi, je crois il est pas encore temps d'évoquer l'annulation pure et simple, mais la question est bien évidemment posée. Il faudra que, en tout cas très rapidement, c'est-à-dire dans les 10-15 jours qui viennent, nous puissions donner une réponse ferme et définitive sur la tenue de ce festival. Mais bien évidemment, la règle que nous allons nous donner, c'est une règle qui est dans la question qui est posée, c'est aucun risque sanitaire, et le moindre risque sanitaire, et bien évidemment, la réponse, ça sera de ne pas tenir d'ailleurs un festival ou d'autres manifestations avec des personnes qui se côtoient les unes serrées contre les autres. Ça me paraît assez évident. Merci. Amaury nous remercie pour ce live et il dit, à l'image de Paris, des limitations ou restrictions d'horaire pour les activités sportives, comme la course à pied, sont-elles envisagées pour la métropole de Lyon? Merci d'avance. Moi, je crois que c'est une discussion qui est aujourd'hui menée. On regarde, je le disais tout à l'heure, jour après jour, la situation. Et il est vrai que si l'on constate, quand je dis si l'on constate, c'est pas simplement la métropole, le président de la métropole, mais les maires dans les communes, le préfet, l'agence régionale de santé, et bien que le confinement a tendance à s'assouplir, c'est-à-dire que les gens, ne respecteraient moins les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Il serait sans doute envisageable d'évoquer de nouvelles restrictions. Aujourd'hui, ce n'est pas posé comme ça sur la table, mais il est fort possible. Je crois qu'il faut d'abord et avant tout se gendarmer en quelque sorte. On a interdit par exemple l'accès sur les berges du Rhône et sur les rives de Saône. Et on constate aujourd'hui que malgré les barrières, malgré les interdictions, malgré les avis, eh bien quelquefois il y a encore de nouveau, parce que c'était beaucoup régulé pendant 15 jours, 3 semaines. Il y a de nouveau, depuis quelques jours, beaucoup trop de monde. Il y a du monde là où c'est interdit. Et donc, il faut plutôt commencer, je crois, chacune et chacun, quelque part, à se gendarmer, à s'auto-réguler, à faire en sorte de respecter ce confinement pour que nous ne soyons pas contraints, les uns et les autres, à renforcer les mesures extrêmement contraignantes. Je crois que c'est ça l'enjeu que nous avons devant nous dans les jours qui viennent. Merci, Monsieur le Président. Peut-être, Docteur Barthédérien, un complément d'information, votre regard de médecin sur cette interdiction parisienne, cette restriction parisienne sur la pratique du footing, de la course à pied en journée. Qu'est-ce qu'on risque et qu'est-ce qu'on fait risquer aux autres quand on fait de la course à pied en ville et que potentiellement on peut rejoindre d'autres joggeurs, croiser des piétons? Effectivement, la question, c'est toujours la même, c'est le respect du confinement, de la sortie qui doit être sur 1 heure seulement une fois dans la journée, dans des conditions qui sont prévues sur les attestations. Le fait de courir en soi n'est pas forcément quelque chose qui est négatif, ça peut être bon de faire de l'exercice physique et c'est même plutôt positif pour la santé. Mais c'est vrai que le fait d'avoir une activité physique relativement intense
provoque un essoufflement peut aussi amener les personnes à tousser. Et on revient toujours à cette question-là de la transmission du virus lors d'efforts de toux ou d'éternuement en cette période de début de pollinisation. Et donc c'est pour ça que la pratique de l'activité physique, notamment du jogging, doit être vraiment limitée, même si effectivement les conditions climatiques d'aujourd'hui et de cette période incitent plutôt à être dehors. Je crois que c'est vraiment extrêmement important de rester sur ces mesures de respect du confinement. Très bien, merci docteur. Monsieur le Président, on revient avec vous sur des questions plus économiques. On sait que la métropole accompagne depuis toujours les entreprises du secteur. Michael nous demande de nous parler de la plateforme RH mise en place par la MMIE, la Maison métropolitaine d'insertion par l'emploi, c'est ça ? Oui, par la Maison métropolitaine, par l'insertion et par l'emploi, nous avons souhaité mettre en place avec les entreprises une plateforme qui mette en relation les entreprises qui ont des besoins aujourd'hui en ressources humaines, donc en emploi, et celles et ceux qui cherchent un emploi, et en particulier celles et ceux qui sont aujourd'hui au RSA, avec la possibilité, bien ma foi, de cumuler dans cette période, bien ma foi, le salaire qui serait versé pour l'emploi, et en même temps de le cumuler avec les indemnités du RSA. J'ai indiqué aussi au passage, dès le début de la crise, que je souhaitais qu'on ait bien évidemment de manière automatique et bien ma foi le RSA quand on a droit au RSA et pas simplement en remplissant de nouveau son dossier quelquefois. C'est ce que nous avons fait sur l'ensemble des allocations que verse la métropole, de ne pas remettre en question d'un mois sur l'autre, mais ce qu'on appelle l'automaticité des droits. Mais au-delà de ça, cette plateforme, elle est là surtout pour finalement, de manière assez virtueuse, eh bien répondre aux besoins des entreprises qui, pour certaines aujourd'hui, cherchent du personnel, mais répondre aussi aux besoins de celles et ceux qui sont allocataires du RSA, qui cherchent un emploi et qui pourront, dans cette période extrêmement difficile, et pour les entreprises, et pour les salariés, et pour celles et ceux qui cherchent un emploi, eh bien ma foi, de pouvoir cumuler en même temps le salaire de cet emploi et l'allocation du RSA. Merci Monsieur le Président, bienvenue dans ce live si vous nous rejoignez. Nous sommes le 9 avril à 17h32, vous êtes près de 450 à nous suivre en direct et on vous remercie. On répond, on essaie de répondre au maximum de vos questions. Marie nous parle des assistantes maternelles. Elle demande pourquoi tous les gens au chômage partiel ont eu droit à 84% de leur salaire et nous, les assistantes maternelles, dit Marie, on n'a droit qu'à 80%. Peut-être docteur Barcédoria ? Oui. Effectivement, l'État a pris un certain nombre de dispositions dans ce qui s'appelle des ordonnances le 27 mars dernier, dans cette situation très particulière de l'épidémie. Un certain nombre de ces mesures portent sur le chômage partiel des professionnels, un certain nombre de professionnels, dont les assistantes maternelles, assistants maternels. Comme tous les autres employés, le statut d'employé à domicile, le chômage partiel est effectivement à 80% de la hauteur de la rémunération pour ces professionnels. Et ces mesures sont effectivement différentes des autres salariés. Ces mesures s'appliquent encore une fois pour l'ensemble des employés à domicile, comme d'autres dispositions qui sont prises de façon différenciée pour ces professionnels qui relèvent de ce secteur d'activité. Une question pour vous, peut-être encore de Steph, qui nous dit qu'en tant qu'assistante maternelle, elle est tombée malade du Covid-19. Alors on lui souhaite un bon rétablissement. Elle doit reprendre la semaine prochaine comme assistante maternelle, mais elle a à son domicile 2 personnes sensibles. Comment doit-elle faire ? Il est hors de question de mettre ma famille en danger. Voilà, effectivement, je reprends vos mots. Je vous souhaite tout d'abord un prompt rétablissement et j'espère qu'effectivement, vous pourrez être à nouveau en bonne santé. Pour votre situation, alors la première chose moi, que je peux vous conseiller, c'est tout d'abord de refaire le point avec votre médecin traitant pour évaluer votre état de santé aujourd'hui. Est-ce que votre état de santé est-il compatible avec une reprise de votre activité la semaine prochaine, mais aussi d'évaluer l'état de santé de ces 2 personnes qui sont à votre domicile. Je vous rappelle que les personnes fragiles, sensibles, vulnérables sont listées, sont bien répertoriées, sont bien connues. Donc je pense que c'est très important de revoir ce point-là avec votre médecin traitant. Je vous engage aussi à recontacter les parents
des enfants que vous aviez jusqu'à maintenant, donc pour laquelle vous assuriez l'accueil, pour refaire le point sur leur situation. Est-ce qu'ils ont encore besoin de faire garder leur enfant ou est-ce qu'ils ont trouvé d'autres solutions depuis que vous êtes malade? Et puis bien évidemment, je vous engage aussi, si vous avez des questions pratiques, à vous adresser auprès des professionnels de PMI de votre secteur qui pourront vous apporter un soutien, des conseils dans votre situation particulière. Merci. Monsieur le Président, un complément d'information? Oui, je voulais rajouter peut-être quelque chose sur les assistantes maternelles. Il se trouve que dans cette métropole, dans notre métropole, on a près de 9500 assistantes maternelles, je crois même un peu plus. Et dans la période qui va à un moment donné s'ouvrir de ce qu'on appelle le déconfinement, on ne sait pas si ce sera fin avril, mi-mai, ça c'est pas nous qui sommes en capacité de le dire. Mais ces assistantes maternelles vont jouer un rôle extrêmement important. Parce que, il faut le souhaiter, les gens vont retourner travailler et vont chercher, et c'est bien normal, à remettre finalement leurs enfants en garde auprès des assistantes maternelles. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons offert la possibilité aujourd'hui de monter la capacité, je crois, à 6 enfants par assistante maternelle, avec bien évidemment un certain nombre de conditions à remplir derrière. Et je crois que, en tout cas, moi, j'imagine qu'il sera nécessaire, et nous aurons cette discussion avec notamment l'Agence régionale de santé, à ce que nous puissions donner la possibilité aussi aux assistantes maternelles d'avoir des tests, parce que derrière c'est aussi un élément extrêmement rassurant pour les parents qui tous les jours viendront auprès des assistantes maternelles déposer leurs enfants, venir les rechercher, et de la même façon les assistantes maternelles légitimement se poseront la question des parents aussi qui rentrent chez elles. Donc vous voyez, c'est l'ensemble de ces problématiques-là que nous devons préparer dans la prévision de ce qu'on appelle aujourd'hui le déconfinement. Très bien. Sandrine a une question pour vous, docteur Barthé-Derrien, toujours sur les assistantes maternelles. Comment est-ce possible que vous acceptiez temporairement jusqu'à 6 enfants de moins de 3 ans, plus ceux de l'assistante maternelle? Ce n'est pas cohérent. Comment procéder avec les gestes barrières et la sécurité des enfants et de nos familles? Alors là aussi, c'est pour faire face à cette situation très particulière que nous traversons aujourd'hui que les conditions d'agrément des assistants maternels, le nombre d'enfants a été augmenté jusqu'à 6 en tenant compte de ces enfants, ces enfants de moins de 3 ans, ses propres enfants de moins de 3 ans. Là aussi, c'est encore une fois pour tous les enfants, quel que soit le statut de leurs parents, qu'ils soient des professionnels dits prioritaires dans la gestion de la crise ou pas, bien sûr avec une priorité donnée à ces parents qui sont indispensables dans la gestion de crise. Et cela se fait pour assouplir et pour essayer de trouver des solutions simples, ajustables facilement pour répondre aux besoins des parents qui ont besoin de solutions pour faire garder leur enfant dans cette situation particulière. Tout cela se fait en lien avec la PMI du territoire. Les professionnels de PMI doivent être informés du nom, du prénom des enfants, un certain nombre de dispositions qui sont prévues. Un courrier vous a été envoyé, vous a été adressé. Je vous ai adressé un courrier qui précisait toutes les modalités pour cette condition d'accueil d'enfants un petit peu particulier dans cette situation. Si vous avez des questions, là aussi, n'hésitez pas à vous adresser à la PMI de votre secteur. Mais encore une fois, je crois qu'on est face à une situation exceptionnelle et c'est une façon un petit peu souple et agile de répondre aux besoins de parents qui avaient besoin de trouver des solutions d'accueil de votre enfant. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Léonard nous interpelle. Il est gérant d'une boutique de prêt-à-porter. Il a dû fermer sa boutique le 14 mars. Il a reçu les 1 500 € de fonds d'aide solidarité. Comment recevoir maintenant le complément de la métropole, s'il vous plaît, dit Léonard. Oui, la métropole s'est associée au fonds de solidarité et la métropole va contribuer à hauteur de 1 000 € de manière tout à fait automatique. Une fois qu'il a été validé, il recevra l'aide de 1 000 € pour le mois de mars, pour le mois d'avril et pour le mois de mai. Donc ça veut dire il a droit aux 1 500 € de l'État. Du coup, il a le droit automatiquement aux 1 000 € de la métropole. Oui, tout à fait. Il a le droit aux 1 500 € et aux 1 000 € de la métropole. Ok, on va vous laisser tousser un petit peu. Non, c'est simplement de l'eau, s'il vous plaît. on va vous apporter ça. On pourrait prendre une question peut-être pour Madame Barthé-Derrien. Les hôpitaux font beaucoup d'appels aux dons, notamment l'hôpital privé Jean Mermoz, où travaille Hélène. C'est elle qui nous interpelle. Nous manquons d'équipements de protection contre le Covid, surblouses, casques plastifiés, casaques plastifiés ou non, masques chirurgicaux ou FFP2, gants manches longues.
Ces équipements sont indispensables pour protéger les équipes et les patients. Quelles solutions pourriez-vous apporter aux professionnels de santé ? Demande Hélène. Effectivement, on voit très bien qu'on est dans là aussi une situation assez inédite puisque tous les pays du monde entier ont les mêmes besoins des mêmes produits au même moment. Donc il y a effectivement des tensions d'approvisionnement dans tout ce qui concerne les équipements de protection individuelle, les masques en particulier, mais pas que. Un certain nombre de médicaments peuvent aussi manquer dans les hôpitaux, dans les services de prise en charge de patients graves. En ce qui concerne l'aide que peut apporter la métropole, comme cela a été dit précédemment par le président Klimmelfeld, la métropole apporte, et chaque fois qu'elle peut recevoir des commandes de masques, en donner un certain nombre aux professionnels de santé qui sont bien évidemment prioritaires. Sur les autres types d'équipements, c'est vrai que ce n'est pas du matériel qu'on utilise habituellement, dont on n'a pas ce type de matériel. Donc aujourd'hui, ce n'est pas par manque de coopération ou manque de volonté, mais c'est parce que la métropole n'a pas ce type de matériel à disposition. Sinon, évidemment, que la solution d'en faire bénéficier les professionnels de santé serait bien évidemment étudiée de près. Merci beaucoup. Revenons à l'économie. Julien nous dit bonjour. Vu que l'État stagne sur le sujet, savez-vous si la région, parle de Julien, envisage une aide aux petits commerces pour une prise en charge partielle ou totale des loyers des commerces ayant une fermeture obligatoire ? Alors d'abord peut-être rappeler pour la métropole plusieurs dispositifs ont été mis en place. Le dispositif qui s'adosse au fonds de soutien de l'État, on le disait tout à l'heure, 1 500 € une fois que l'entreprise et le dossier a été validé par l'État. La région, d'ailleurs, abonde aussi à ce fonds de solidarité, et la métropole abonde à hauteur de 1 000 €. On abonde de manière automatique, c'est-à-dire qu'on ne va pas redemander aux gens. Moi, je n'ai pas souhaité à ce qu'on ait quelque chose d'extrêmement complexe. C'est déjà très difficile, très compliqué pour les entreprises. Il ne faut pas qu'elles remplissent de dossiers. Si l'État a validé à travers le dispositif, eh bien, ma foi, la métropole, tout simplement, validera l'aide des 1 000 € qui viennent compléter les 1 500 €. Ça, c'est la première chose à partir du mois de mars, bien évidemment, pour les mois qui suivent. La deuxième chose que nous avons fait, c'est dans ce qu'on appelle le patrimoine de la métropole. Il se trouve que l'on a beaucoup de locaux, d'immobilier, d'entreprises que l'on loue à des entreprises sur cette métropole, mais aussi à des associations culturelles de solidarité. Et j'ai souhaité à ce que nous fassions la gratuité des loyers depuis le mois de mars, avril et mai. Puis ensuite, on verra bien évidemment s'il est nécessaire d'aller plus loin, nous le ferons. Et nous réfléchissons bien sûr à d'autres mesures que nous prendrons sans doute dans les prochains mois pour répondre en particulier aux PME, aux TPE, aux commerçants et aux artisans de la métropole, indépendamment des dispositifs qui se sont mis en place et par bien sûr le gouvernement, mais aussi par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Ludovic revient sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président. Il a reçu l'aide de 1 500 € de l'État, mais quand est-ce que l'aide de 1 000 € sera versée par la métropole ? Merci d'avance. En termes de timing, on est sur quoi ? Elle sera versée plutôt à partir de fin du mois d'avril, parce qu'il nous fallait valider un certain nombre de décisions, vous savez, dans des situations un peu particulières, notamment de conseils métropolitains dématérialisés. Mais nous allons tenir cette réunion pour valider ces orientations dans les prochains jours et pour pouvoir ensuite déclencher les aides le plus rapidement possible. Ce que je peux dire, c'est que on a pris des décisions rapides. Il faut maintenant qu'on puisse les exécuter aussi rapidement. Je sais que c'est toujours trop long pour celles et ceux qui ont des problèmes de trésorerie, qui ont leur commerce de fermer, leurs entreprises de fermer. Mais je crois qu'on a raccourci de manière extrêmement forte les délais. De la même façon que j'ai demandé, moi, à ce que la métropole puisse régler ses fournisseurs. Encore, nous réglions les fournisseurs autour de 26 à 30 jours. Aujourd'hui, nous sommes tombés à 17, voire 16 jours pour régler les factures qui sont chez nous. La troisième semaine de mars, nous avons comme cela réinjecté en quelque sorte plus de 55 millions d'euros dans l'économie, dans les entreprises. Mais c'était tout à fait normal, il fallait que l'on fasse vite pour soutenir les entreprises qui rencontrent de grands problèmes, notamment de trésorerie.
Et tout ce que nous pourrons faire, nous allons le faire bien évidemment en lien étroit avec l'ensemble de ces entreprises, en lien étroit avec toutes les forces économiques, parce que les décisions que nous prenons, ne les prenons pas tout seuls ici. On essaye de les prendre avec l'ensemble des filières, des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, l'ensemble de celles et ceux qui accompagnent aussi les entreprises au quotidien. Merci. Patricia voudrait qu'on parle de solidarité envers les personnes en difficulté. Elle demande pourquoi il n'y a pas de distribution de colis alimentaires dans les communes. Alors d'abord, je crois qu'il y a... D'abord, il faut dire que tout le monde a pris... Aujourd'hui, on parle de ce que fait la métropole, mais je crois que c'est l'occasion aussi de peut-être de le dire ici. C'est que beaucoup d'initiatives ont été prises par les communes et par les maires des communes. On mesure d'ailleurs l'importance des maires sur ces communes, qui ont tous tous et toutes pris des initiatives, y compris d'ailleurs dans certaines communes où il y a moins de population, d'aller les élus qui vont eux-mêmes faire les courses, les apporter aux habitants. Donc je crois que tout le monde a pris des initiatives dans tous les sens, les associations de solidarité, mais aussi des individus. Et je crois qu'il faut rendre hommage à cet esprit collectif qui s'est levé sur la métropole, mais sur l'ensemble du pays, pour répondre aux besoins, et en particulier des plus fragiles, quelquefois les plus démunis, quelquefois les personnes les plus âgées qui ont du mal à se déplacer. La métropole, elle est engagée aussi auprès des associations de solidarité. Nous avons débloqué des fonds de manière urgente, important, à un certain nombre d'associations de solidarité. Nous avons mis à disposition du matériel, je pense notamment à la Croix-Rouge, qui demandait un camion frigo qui a été prêté par une entreprise du territoire. Je crois que c'est par la maison Pignol, en l'occurrence, que l'on peut remercier ici. Mais d'autres entreprises se sont mis à disposition. Nous avons mis à disposition des locaux aussi, bien évidemment gratuitement, auprès des associations. Du personnel et des agents de la métropole se sont mis à disposition, c'est pas leur métier d'origine, mais ils se sont mis à disposition notamment au cœur de la Croix-Rouge, au cœur du poste de commandement de la Croix-Rouge, pour pouvoir faire en sorte d'être extrêmement actifs. Nous travaillons aussi à la mise à disposition de locaux en matière d'hébergement. J'ai dit au préfet que la métropole était tout à fait à disposition pour mettre de nouveaux locaux pour héberger des personnes sans abri. C'est ce que nous faisons de manière très régulière. Il faut sans doute aller encore plus loin, et la métropole est très, active. Nous avons fait notamment financer des commandes de lait infantile, parce qu'il était nécessaire en direction des personnes les plus fragiles. Voilà ce que nous faisons. La liste est sans doute très longue. Elle ne se voit peut-être pas comme ça dans l'espace public et dans la rue, mais je crois que tout le monde est très mobilisé, de la même façon que nous avons réactivé ce que l'on appelle traditionnellement le plan canicule, qui est un plan qui consiste à appeler une après l'autre les personnes âgées, les personnes isolées, pour prendre de leurs nouvelles, connaître leurs besoins. Nous le faisons en lien avec les associations, en lien avec les communes. Eh bien, nous l'avons réactivé, ce plan canicule, dans le cadre du virus. Voilà les actions de solidarité qu'il faut continuer, bien évidemment, à développer de manière extrêmement forte. Merci beaucoup. Docteur Barthédorien, Sarah souhaite que nous reparlions de la situation sanitaire, en l'occurrence des enfants. Sarah nous demande si les enfants vont passer des tests pour le coronavirus. Est-ce qu'il est prévu quelque chose de particulier pour les enfants ? Alors c'est vrai que c'est une question intéressante. Il semble jusqu'à maintenant que les enfants ne développent peu ou pas cette maladie, ou en tout cas peut-être sont porteurs, mais ne présentent pas de signes cliniques. Donc effectivement, peut-être sont-ils porteurs, ce qu'on appelle porteurs sains, et qu'ils peuvent être infecteurs de transmission de la maladie. Donc aujourd'hui, alors je dis les choses avec prudence, parce que là encore une fois, j'insiste sur cet aspect, c'est que c'est un virus qu'on découvre, qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaissait pas il y a 6 mois, pour lequel on n'a jamais rencontré. Donc contrairement à d'autres virus comme celui de la grippe, qu'on rencontre de façon régulière chaque hiver, ce virus-là, ce coronavirus, on n'a développé aucune immunité contre ce virus, et il nous oblige à beaucoup d'humilité, parce que nous apprenons tous les jours. Pour les enfants, effectivement, ça peut être une question qui va se poser au moment du déconfinement, de voir si c'est intéressant, si le rapport, là toujours, on regarde toujours quel est l'intérêt, le rapport du bénéfice par rapport au risque et par rapport au coût. Est-ce que ça a un intérêt
de dépister les enfants de ce coronavirus. Ça peut être une des questions qui va être posée pendant cette phase d'avant la sortie du confinement. Merci, docteur. David Kibbelfeld, on revient sur des problématiques très concrètes de la métropole, des compétences de la métropole, en l'occurrence les déchetteries, avec deux questions. Une de Cyrnès qui nous fait remarquer que des déchetteries professionnelles sont organisées, elles. Qu'en est-il des déchetteries pour les usagers? Est-ce qu'il sera prévu des plages d'ouverture? Marie-Véronique demande si, à défaut, on ne pourrait pas autoriser, en respectant des jours et des horaires déterminés, le brûlage exceptionnel des déchets verts. Alors sur les déchetteries, dans un premier temps, toutes les déchetteries ont été fermées, en tout cas à l'usage des particuliers. Nous réexaminons, et nous allons le réexaminer aussi dans le cadre du déconfinement, la réouverture d'un certain nombre de déchetteries dans des conditions qui devront être extrêmement drastiques, extrêmement précises. Dans l'intervalle, la métropole, en tout cas sur le domaine de l'espace public qui concerne la métropole, intervient pour enlever les encombrants à la demande des maires des différentes communes. Moi, ce que je demande aussi peut-être, même si je sais que dans la période de confinement c'est extrêmement difficile, mais dans la mesure du possible d'essayer de conserver en tout cas tant que possible ces encombrants parce que, sauf urgence, de patienter encore, même si je sais que la patience est quelque chose d'extrêmement difficile dans cette période de confinement. En ce qui concerne les déchets verts, je crois que de la même façon, je pense qu'on peut, je crois, encore patienter, en tout cas essayer de patienter, et cette décision, de toute façon, ne pourrait être prise que par la préfecture de donner cette autorisation-là. Mais je pense que peut-être, en tout cas, je le dis comme ça, peut-être pas la priorité des priorités, l'élimination de ces déchets verts dans la période que nous vivons. Joël nous demande si le tri des déchets est toujours d'actualité. Elle dit que la semaine passée, les éboueurs ont vidé poubelles grises et poubelles vertes dans le même camion. Et si c'est comme ça, conclut Joël, pendant le confinement, je ne trierai plus mes déchets. Non, je crois qu'il y ait eu ici ou là, peut-être à un moment ou à un autre, ce type d'action, c'est fort possible. Moi, je rappelle d'abord quand même, avant de pointer peut-être les erreurs qui peuvent être faites, je voudrais d'abord pointer peut-être l'engagement des agents de la collecte, qu'ils soient d'ailleurs agents de la métropole ou dans un certain nombre de communes, pour le compte de la métropole, des entreprises privées qui interviennent pour nous. Et je voudrais d'abord et avant tout leur rendre hommage, avant peut-être de pointer les quelques erreurs qui sont faites ici ou là. C'est un véritable engagement pour eux de collecter les ordures ménagères tous les jours. Aujourd'hui, nous collectons encore 100% des ordures ménagères sur l'ensemble du territoire de la métropole. Je me suis rendu, moi, il y a quelques jours au dépôt, tôt le matin, à la prise du service. Et je peux vous assurer de l'engagement de ces hommes et de ces femmes qui tous les jours collectent nos ordures ménagères. Ils sont aidés en cela aussi par un certain nombre d'agents de la métropole qui n'étaient pas dédiés à cette collecte des déchets, mais plutôt à la propreté, qui aujourd'hui sont venus de manière spontanée aider leurs collègues, qui eux aussi, quelque part, bien ma foi, prennent des risques tous les jours dans l'exercice de leur fonction, qu'ils d'ailleurs qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il fasse très chaud, et dans ces conditions aussi d'épidémie. Donc je crois que c'est d'abord et avant tout ça qu'il faut souligner. Puis après, bien évidemment, le tri continue. Le tri continue tant que cela est possible, bien évidemment, et nous allons le continuer. Et je crois qu'il est important aussi, peut-être que, bien ma foi, on pense tous individuellement à continuer à le faire chez soi parce que, eh bien, globalement, ce tri est encore exercé comme il l'est en temps normal dans la métropole. Très bien, alors voilà Joël et les autres, vous pouvez continuer à trier vos déchets. Vous parliez des agents, Monsieur le Président. Aziz nous demande si pour les agents de nettoiement, il y aura une prime. Bah écoutez, on est en train de travailler, bien sûr, on est en train de travailler sur cette prime avec notamment les organisations syndicales, sur une prime, pas simplement d'ailleurs pour ces agents, mais pour l'ensemble des agents qui sont quelque part... vous savez, le président de la République, lors de sa première intervention, a parlé de la guerre. Eh bien, ma foi, les agents, eux, ils sont au front, pas simplement d'ailleurs, simplement le mot n'est pas bien choisi, pas uniquement pour la collecte des déchets, je l'ai dit tout à l'heure, pour un certain nombre de missions diverses et variées, extrêmement importantes pour nos habitants,
continuer à faire vivre les dossiers. On évoquait tout à l'heure les questions du handicap, initier les dossiers. On évoquait tout à l'heure les questions du RSA, continuer à suivre ces dossiers-là, mais aussi la protection maternelle infantile, mais aussi ces 300 agents qui se sont inscrits dans la réserve métropolitaine et qui se mettent à disposition finalement de missions d'intérêt général. Moi, j'étais tout à l'heure auprès des agents qui transvasent des grands flacons de solutions pour nous protéger, pour les mettre dans des petits flacons, pour ensuite les livrer à celles et ceux qui en ont besoin. On avait autour de nous quelqu'un qui était un chef de projet des services urbains de la métropole. C'est pas son métier de remplir des flacons toute la journée. Il a décidé de manière spontanée de le faire. J'étais avec un développeur économique aussi qui intervient dans le 8e arrondissement et qui a décidé de le faire et de se mettre à disposition. Et je crois que bien évidemment, ces agents, tous ces agents-là, qui interviennent dans tous les secteurs, méritent pas simplement de la considération. Je crois que les applaudissements tous les soirs à 20h s'adressent d'abord et avant tout aux soignants, mais quelque part aussi s'adressent aux agents de la métropole, aux agents des villes aussi qui interviennent, à la police municipale, à l'ensemble de ces agents, mais aussi à celles et ceux qui nous permettent de continuer à faire nos courses, par exemple. Et je crois que pour les agents de la métropole, pour revenir sur ce qui est de ma responsabilité, bien évidemment, au-delà des applaudissements, au-delà de la considération, au-delà des discours que l'on peut faire et des remerciements, il faudra qu'à un moment donné, les choses se traduisent aussi sur leur pouvoir d'achat. Et nous y travaillons actuellement, notamment avec les organisations syndicales et la direction de cette métropole. Merci. Jean-Marc veut parler encore du personnel de la métropole. Peut-être pour vous, docteur Barthédérien, est-ce que vous avez des infos sur le personnel de la métropole, nous demande Jean-Marc. Est-ce qu'il y a des cas de Covid ? Alors effectivement, les professionnels de la métropole sont confrontés et exposés comme toute la population à la circulation du virus. Effectivement, un certain nombre de professionnels de la métropole ont contracté le virus très rapidement au moment de la phase 3 de l'épidémie. On est autour de plus de 220 professionnels qui ont contracté ce virus. On a aujourd'hui des reprises du travail, des reprises progressives des premiers agents qui ont contracté le virus et qui sont rétablis, pour lesquels chaque reprise de travail est étudiée par les professionnels de santé, les médecins de notre service santé au travail. Chaque agent qui contracte le virus est également contacté et suivi téléphoniquement par notre service santé au travail pour les accompagner en cas de besoin, vérifier avec eux l'évolution de leur état de santé et puis encore une fois en amont de la reprise de travail évaluer sur un certain nombre de critères si cet agent est en capacité de reprendre le travail. Merci docteur. Une question peut-être pour vous aussi de Catherine qui demande quelle prévention pour les violences en milieu confiné. Y a-t-il beaucoup de SMS vers le 114 ? Le 114 c'est un numéro d'alerte pour les victimes de violences intrafamiliales. Alors effectivement, dès le début du confinement, c'est un point de vigilance pour nous, pour tous les professionnels médico-sociaux de la métropole et l'ensemble de la métropole. C'est effectivement ces situations délicates en lien avec le confinement. Et l'ensemble des endroits, des situations dans lesquelles des situations de maltraitance ou de violence intrafamiliale peuvent être repérées, eh bien aujourd'hui elles ne sont plus. Il n'y a pas l'école, donc effectivement les instituteurs ne peuvent pas repérer ces situations. Les centres sociaux, effectivement là aussi, ne peuvent plus faire lieu de repérage de ces situations-là, et ça nous oblige encore plus à être en alerte sur ces situations-là. Il y a tout un travail de partenariat avec les associations pour aider, accompagner toutes les femmes et les enfants, les situations de violence intrafamiliale, les accompagner et pouvoir leur proposer un moyen de les protéger et de les accompagner pour leur sécurité. David Kimmelfeld. Non, je crois que je voulais juste compléter pour dire, c'est un peu comme pour l'économie, où il va falloir penser en quelque sorte les mesures de sortie de crise. Sur ces questions de violence, en particulier de violence faite aux femmes, de violence conjugale plus largement, il va falloir penser à la sortie de crise, parce que comme vous l'avez dit, aujourd'hui on est dans une période de confinement où sans doute il y a une difficulté pour un certain nombre d'entre elles à s'exprimer, à quitter y compris le domicile conjugal. Il faut s'attendre, c'est comme ça, et c'est notre mission d'anticiper les choses, d'avoir de nombreux cas à régler et des solutions à proposer au moment du déconfinement. Et je crois qu'il faut se préparer à ça, c'est ce que nous faisons en lien étroit avec
les associations telles que ça a été indiqué, en renforçant leur accompagnement. Mais il faudra aussi penser au lieu, c'est ce que nous sommes déjà en train de faire avec un certain nombre de nos interlocuteurs. Merci. Peut-être on peut revenir avec le docteur Barthédorien et une question de Catherine. Que proposez-vous pour aider les familles résidant des quartiers sensibles qui vivent souvent dans des conditions de promiscuité et ils n'ont d'ailleurs souvent pas les moyens pour aider leurs enfants à étudier, Internet, ordinateur? Là aussi, effectivement, c'est un des points de vigilance qu'on a très vite identifié avec ce confinement, c'est sur les situations dans les quartiers difficiles, pour les familles les plus en précarité, avec effectivement des difficultés d'accès à tous les outils numériques pour les enfants, pour la famille, avec le fait de la fermeture des écoles et de la problématique de l'accès aux devoirs et de l'accompagnement de ces enfants. Donc un certain nombre de mesures ont été prises par la métropole pour aider et accompagner ces familles pour justement permettre à leurs enfants d'avoir accès à des outils numériques et d'accéder à la scolarité de leur enfant. Monsieur le Président, d'abord, complément. Oui, simplement, nous avons développé ce que beaucoup de parents aujourd'hui ont en tête, et 42 collèges, je crois, ont adopté la classe.com, qui est la plateforme numérique qui permet aux parents et aux enfants de se connecter au quotidien pour bien suivre des cours et faire des devoirs, envoyer des corrigés, dialoguer, y compris avec leurs professeurs. Au passage, moi, je voudrais peut-être saluer aussi l'engagement des personnels de l'éducation nationale, et en particulier les enseignants et les principaux des collèges, puisque les collèges dépendent de notre métropole, en lien toujours étroit avec l'éducation nationale, qui font un travail remarquable et un gros travail. Néanmoins, il faut, et ça a été dit, que nous soyons extrêmement attentifs aux familles qui, pour des tas de raisons, et qui souvent rencontrent d'autres problèmes dans leur vie quotidienne, et bien ma foi, soit parce qu'elles n'étaient pas équipées, soit parce qu'elles ne sont pas connectées, et bien ma foi, ont des enfants qui ont quelque part se sont éloignés au quotidien de ce qui est proposé à travers la classe.com. Alors on l'a fait d'abord quand c'était un problème de matériel, en mettant à disposition à chaque fois qu'on nous l'a demandé, à travers notamment les communes, à travers les collèges, à travers les principaux de collèges qui eux aussi regardent au quotidien celles et ceux qui ne se connectent jamais. Et donc c'est une alerte pour eux. Remettre du matériel informatique, en particulier des tablettes, à disposition de ces familles, à disposition de ces enfants. Ça, c'est ce que nous avons fait. Mais je crois qu'il faudra aller plus loin parce que, eh bien, il y a quelque part, bien sûr, une forme d'injustice et un déséquilibre qui est en train de se creuser entre les enfants qui sont accompagnés de manière efficace par des parents et d'autres qui, pour des tas de raisons, eh bien, ma foi, ont plus de difficultés à se faire accompagner par leurs parents, par leur famille. Et il faudra sans doute, et la période de déconfinement va être aussi un moment clé, inventer, sans doute, en lien étroit avec l'éducation nationale, des dispositifs qui nous permettent quelque part de reprendre eh bien, un dialogue extrêmement fort avec ces enfants, peut-être en organisant, je ne sais pas, en tout cas nous ferons un certain nombre de propositions et d'autres en feront bien évidemment, et en particulier les enseignants, peut-être des classes avec 5 ou 6 enfants pour les suivre plus particulièrement. Il faudra qu'on soit extrêmement attentif à ça, parce que vous l'avez dit, je crois que même pendant une épidémie, les injustices continuent. Et souvent, eh bien, ma foi, les épidémies, elles frappent aussi d'abord et avant tout les plus fragiles et les plus démunis. Il faudra qu'on soit extrêmement attentif à ce que ces injustices ne se creusent pas encore plus après le passage de cette épidémie. Merci David Kimmelfeld. J'ajoute d'ailleurs une remarque de Siam, c'est pas forcément une question. Elle est Atsem à Faisin, dit-elle. Elle est maman de 4 enfants, Siam. Et elle s'interroge concernant les études de ses enfants. Comment vont-ils rattraper le retard, sachant que malgré toute l'énergie déployée à maintenir le programme scolaire, beaucoup de choses passent à la trappe. Et c'est vrai qu'il y a une vraie question aussi sur les inégalités. Bien sûr. Parlons de solidarité. Est-ce qu'il y a un plan d'urgence pour les SDF sur la métropole, demande Laetitia, comme une ouverture de lieux d'accueil par exemple? Alors, sur les SDF, sur les sans domicile fixe, c'est d'abord et avant tout la responsabilité et la compétence de la préfecture et du préfet. Pour autant, la métropole ne se désintéresse pas à cette question-là, bien au contraire, puisque nous continuons, nous, à accompagner, et nous avons renforcé l'accompagnement. J'évoquais tout à l'heure la Croix-Rouge,
à travers du matériel, à travers des moyens supplémentaires, à travers aussi des moyens humains, nos agents qui sont aujourd'hui présents au cœur de la Croix-Rouge pour répondre aux besoins impératifs des sans domicile fixe. C'est la mise à disposition de la proposition que nous faisons à la préfecture qui sait pouvoir compter sur nous pour mettre à disposition des locaux quand il est nécessaire de le faire. Et puis des initiatives qui sont prises en lien étroit entre les communes. Je crois qu'il faut bien avoir en tête que chacun de son côté cherche et trouve des solutions. Pas plus tard, je crois que demain, nous ouvrirons, je trouve que c'est dans mon arrondissement, là, dans le 4e arrondissement, en lien avec la péniche accueil, 3 fois par semaine, un gymnase où il y a des douches, des vestiaires qui vont permettre 3 fois par semaine à des SDF de pouvoir venir se changer, se doucher dans ce lieu, alors que dans le passé, ils bénéficiaient, entre guillemets, d'associations qui ont été obligées aujourd'hui de fermer et qui ne peuvent plus offrir ce service-là. Donc effectivement, il y a des actions qui sont menées, mais il y a sans doute nécessité à renforcer ces actions. Je crois qu'il y a encore effectivement des gens à la rue, et donc il ne faut pas baisser la garde sur les propositions que l'on peut faire pour être encore plus efficace auprès de ces publics extrêmement fragiles et qui cumulent bien souvent des problèmes de santé et donc qui potentiellement sont aussi des cibles, j'allais dire, parfaites pour cette épidémie. Merci Monsieur le Président. Il est 18h04, vous êtes encore plus de 300 à nous suivre, on vous remercie. On va prendre encore quelques dernières questions avant de terminer ce live. Je voudrais juste préciser, parce que je vois des questions venir et revenir encore. Évidemment, on a abordé beaucoup de thèmes et vous pourrez, alors dès à présent, vous pouvez déjà faire un retour en arrière dans ce live, mais évidemment, quand il sera terminé, vous pourrez le voir en replay, comme on dit, et avoir vos réponses. Je pense notamment à toutes les questions économiques sur l'aide des 1000 euros de la métropole, des questions auxquelles on a répondu déjà à plusieurs reprises. Pierre est inquiet parce qu'il voit de plus en plus de monde dehors. Comment faire pour faire respecter le confinement? Et j'imagine que les beaux jours qui viennent ne vont pas faciliter la chose. Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, il faut rappeler que l'épidémie est toujours là, que malgré quelques informations ici ou là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec une information en continu, on a tendance à écouter au bout d'un moment d'une oreille distraite et à peut-être à prendre, parce que ça nous conforte dans notre envie de déconfiner, et c'est bien légitime, les quelques toutes petites, très petites bonnes nouvelles qui nous parviennent. Mais de dire qu'il y a une stabilité à un moment donné sur les hospitalisations, ça ne veut pas dire que l'épidémie est en train de rendre l'âme en quelque sorte. Et donc il faut, je crois que tout le monde est en tête, que le combat n'est pas terminé, que le combat n'est pas gagné, que la meilleure réponse à ce combat, eh bien ma foi, c'est de rester et de respecter du mieux que l'on peut le confinement, de respecter les gestes de protection, la mise à distance des uns et des autres, même si c'est pas ni dans notre culture, ni dans nos envies, mais c'est absolument nécessaire, c'est les premières mesures les plus efficaces. Et je crois qu'il faut que chacun ait bien en tête que, eh bien ma foi, ne pas respecter ce confinement, c'est retarder encore plus le déconfinement, avoir une situation qui peut éventuellement se dégrader à nouveau, parce que personne n'est sûr aujourd'hui du résultat, ce n'est pas automatique la fin de cette épidémie, et à partir de là, je crois qu'il faut que chaque fois qu'on en a l'occasion de rappeler, et de se rappeler collectivement la responsabilité que nous avons, nous applaudissons tous les soirs les soignants, à 20h. Mais la meilleure aide que l'on peut apporter aux soignants, c'est bien sûr de les applaudir, parce que c'est une forme de reconnaissance, mais c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de malades qui rentrent à l'hôpital, qui rentrent en service de réanimation. Et ça, c'est, j'allais dire, notre responsabilité quasi individuelle de pouvoir répondre à cet enjeu. Voilà ce que je peux en dire. J'ai constaté, comme d'autres, que bien évidemment, la météo, qui est celle que l'on connaît aujourd'hui, plus le temps de confinement, qui est très long, eh bien, donne quelques envies et des fourmis dans les jambes, on peut le comprendre, mais je crois qu'il faut qu'on puisse les uns et les autres se raisonner sur ce terrain-là.
Merci. Docteur Barthé-Dorian, un complément sur cette réponse? Oui, effectivement, l'importance de se dire que le virus circule toujours de façon très active sur le territoire et que la métropole n'échappe pas à cette règle, qu'effectivement on est à une très forte tension sur notamment les hospitalisations, mais aussi les prises en charge en ambulatoire, qui mobilisent beaucoup les professionnels de santé sur le territoire. L'importance de ce confinement est toujours aussi vraie, et je crois que ce qui est important de se dire, c'est que d'être confiné, c'est être actif. C'est un moyen de lutter de façon active contre le virus. C'est la meilleure arme que l'on peut avoir en tant que citoyen. Et puis un certain nombre d'études qui ont été faites montrent qu'aujourd'hui, toutes les minutes de confinement, toutes les 8 minutes, c'est... Oula, je ne vais pas y arriver. Toutes les 8 minutes, c'est une vie sauvée. Donc, je crois qu'on a tout intérêt à rester confiné et à maintenir ce confinement tout le temps que cela sera nécessaire. Merci beaucoup. Michael demande si le confinement a eu un impact sur la qualité de l'air sur la métropole lyonnaise. Est-ce qu'on en sait quelque chose? Oui, je crois que bien sûr ça a eu un impact, même si, j'allais dire, c'est pas simplement, entre guillemets, la baisse de la circulation automobile qui améliore la qualité de l'air, mais sans aucune contestation, on a bien évidemment des chiffres qui sont meilleurs en matière de qualité de l'air, tout comme d'ailleurs en matière de nuisances sonores. C'est assez évident, même si, eh bien, ma foi, ce n'est pas toutes les pollutions qui se règlent avec le confinement, loin s'en faut. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous demander votre mot de la fin pour terminer, peut-être avec le docteur Marie-Sophie Barthé-Dorian, directrice de la protection maternelle infantile, pour commencer. Voilà, un petit mot de conclusion pour cette session qui s'achève. Écoutez, tout d'abord, vous remercier pour toutes ces questions qui permettent d'échanger sur des questions pratiques du quotidien que chacun et chacune rencontre dans sa vie, qui sont effectivement une réalité. Toutes les questions qu'on se pose, encore une fois, on n'a pas les réponses aujourd'hui forcément à toutes les questions de façon opérationnelle. Je crois que les choses avancent, les choses évoluent sur cette question de l'évolution du virus, sur sa prise en charge, sur le confinement, la levée du confinement qui va se faire de façon progressive, sur les tests aussi qui évoluent, qui arrivent, sur les perspectives de traitement. Et je crois qu'aujourd'hui, encore une fois, l'importance, on vient de réinsister sur ces points-là, l'importance de respecter les gestes barrières, la distanciation sociale, le lavage des mains et puis bien évidemment le confinement. Merci beaucoup, docteur. Vous avez dit qu'on n'avait pas eu forcément toutes les réponses ou toutes les réponses complètes. Il y a des informations qui se trouvent sur grandlyon.com. Toutes les informations qui relèvent des compétences de la métropole se trouvent là. Voilà, n'hésitez pas à y aller régulièrement. Monsieur le Président, un mot de conclusion. Oui, d'abord pour, comme vous l'avez fait, Marie-Sophie, remercier celles et ceux qui ont assisté, qui ont participé, qui nous ont posé des questions, qui ont aussi fait un certain nombre de remarques au cours de cet échange. Dire que cet échange, c'est le premier, mais que, bien évidemment, nous renouvellerons, je crois, si c'est nécessaire, et je pense que ça le sera, cet exercice-là, notamment quand nous allons rentrer dans une période, j'allais dire, de déconfinement, où d'autres questions seront à l'ordre du jour, mais aussi des questions sur le moyen et le long terme, parce que nous devrons répondre eh bien, aux enjeux de cette crise. Les enjeux, c'est l'enjeu économique, c'est aussi l'enjeu social. On n'a pas beaucoup évoqué, par exemple, ce soir, uniquement à travers peut-être les nuits de Fourvière, les acteurs culturels. On aurait pu évoquer le devenir des acteurs associatifs, des acteurs sportifs, enfin de l'ensemble de ce qui constitue finalement la vie d'une métropole et la vie d'une société. Donc on aura l'occasion, je crois, de le refaire. On essaye d'agir comment? On essaye d'agir d'abord avec beaucoup d'humilité, parce qu'aujourd'hui, eh bien, ma foi, personne ne peut prétendre avoir toutes les réponses aux interrogations qui sont les nôtres, toutes les réponses en matière d'évolution de l'épidémie, toutes les réponses en matière de confinement, demain en matière de déconfinement. Donc il faut agir avec beaucoup d'humilité sur toutes ces questions-là, ne pas afficher un certain nombre de vérités, parce qu'on sait que ce qu'on affiche aujourd'hui, demain, peut être contredit par un argument scientifique ou par un autre argument. Et donc il est important qu'on puisse réadapter les réponses que nous faisons au quotidien. C'est pour ça que nous sommes extrêmement mobilisés, avec un seul souci aussi, c'est d'être dans l'opérationnel et dans l'efficacité.
l'opérationnel et l'efficacité, c'est d'être très pragmatique, de proposer des solutions, comme nous l'avons proposé en matière d'économie. Quand je dis, eh bien, ma foi, nous, c'est l'automaticité des aides, c'est-à-dire quand l'État aura dit 1500 € pour telle entreprise, on ne fait pas remplir de dossier, on dit 1000 € pour l'entreprise qui a déjà bénéficié de ces 1500 €. Quand en matière sociale, on dit automaticité des droits, c'est pour aller au plus simple, d'aller au plus automatique et au plus rapide. Et nous allons continuer dans cette direction. Tous les jours, eh bien, ma foi, il y a un nouveau sujet, un nouveau problème, et nous tentons d'y répondre. Et jamais seul. Nous y répondons avec, bien sûr, l'ensemble des acteurs, la préfecture, le préfet, l'agence régionale de santé, mais aussi avec l'ensemble des communes qui produisent elles-mêmes des solutions, mais aussi finalement tous les acteurs qui sont présents sur le terrain et qui ont montré de manière extrêmement spontanée leur solidarité et leurs idées, que ce soit les acteurs économiques, les acteurs sociaux, les acteurs culturels, qui aussi produisent avec nous des solutions. Et c'est dans cet état d'esprit que nous allons continuer à agir. Je crois que l'enjeu est extrêmement important. Le règlement de cette épidémie n'est pas derrière nous, il est encore devant nous. Et la meilleure réponse, encore une fois, que nous devons faire collectivement, c'est de respecter d'abord et avant tout les règles de confinement, de respecter les gestes barrières et de produire des solutions pour répondre, eh bien, ma foi, aux questions qui nous sont posées au quotidien. Très bien, merci Monsieur le Président. Cette session Facebook Live s'achève. Merci à tous les internautes de l'avoir suivi et de nous avoir posé vos questions, réactions et témoignages. Merci Marie-Sophie Barthet-Derrien, médecin et directrice de la protection maternelle infantile. Merci David Kimmelfeld, président de la métropole de Lyon. Merci. Cette vidéo sera rapidement disponible en replay. N'hésitez pas à la partager et à regarder les passages que vous avez peut-être manqués, puisque nous avons commencé à 17 h et qu'il est 18 h 15. Elle dure donc 1h15. Prenez soin de vous, restez chez vous, respectez le confinement et les gestes barrières. Bonne soirée, merci.